it's never the right time. Yeah, yeah. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a force with no brakes. I'm invincible. And I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Bonjour Linda. Bonjour Wally. Alors pour les abonnés qui nous suivent, je te laisse le soin de te présenter en quelques mots. Alors, je suis Linda Belhadad Gerdaoui, je suis avocate de formation, juriste aujourd'hui. Je suis née en France, j'ai grandi en France et je suis d'origine algérienne. Mes parents sont nés en Algérie et ont émigré vers la France il y a un certain nombre d'années. Je voulais savoir pourquoi as-tu fait le choix de nous accueillir chez Cupra City Garage à Paris. Alors, c'est un choix qui est tombé par hasard. Lors d'une première visite, quand on a pu faire un workshop avec le travail au sein de ce City Garage qui est assez bien décoré, où vous avez de très beaux véhicules. Un choix parce que je conduis une Cupra, que je l'ai découverte et que c'est une voiture très agréable, c'est une voiture très belle aussi, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de charisme. Et parce que aussi, point très important, d'ici, j'ai une visibilité sur mon premier bureau en cabinet d'avocat. Où j'ai fait mes premières armes, où j'ai fait mes premiers débuts. Donc j'ai passé mes premières années d'avocate dans ces rues là justement qui me rappellent énormément de souvenirs. Donc je trouve ça magique de revenir des années et des années après dans ce City Garage où je conduis les véhicules du groupe et que j'apprécie énormément. Et en plus dans cette rue qui me rappelle tant de souvenirs et où j'ai fait, comme je le disais tout à l'heure, mes armes. Cupra France, qui est une marque du groupe Volkswagen que tu as rejoint en 2014. Oui. Alors pourquoi as-tu fait le choix de rejoindre ces leaders du secteur de l'automobile? Alors, au départ, pour être très transparente et très honnête, c'était pas un choix direct. Je n'ai pas foncé vers le secteur automobile, c'était une proposition qu'on m'a faite. Et j'avoue avoir hésité en me disant que je ne connaissais pas les voitures, que c'était compliqué pour moi de retrouver la mienne dans le parking. Donc je me suis dit, c'est un secteur d'activité inconnu. Je venais du secteur bancaire. Et commercial pur, mais pas de l'automobile. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de choses à construire. J'ai eu l'opportunité à l'époque de rejoindre une entreprise qui était petite, qui n'était pas très grande en France, Volkswagen Bank, ou Financial Services pour ceux qui connaissent. Et l'équipe était très petite, hein. Il y avait une personne, donc il s'agissait de construire ce service avec cette personne. Donc ça m'a motivée, c'était challengeant. C'est bien d'exécuter, mais c'est aussi bien de créer. Et moi j'aime bien apporter ma touche et créer et être là justement quand il faut construire et avancer. Donc c'est ce qui m'a motivée. D'accord. Et 10 ans après, quelle image retiens-tu du groupe Volkswagen? Après 10 ans, alors je dirais que j'ai pas vu ces 10 ans passer, c'est plutôt bon signe. Parce que quand on s'amuse ou quand c'est la fête, on n'a pas envie que ça s'arrête et ça passe vite. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. J'ai commencé chez Volkswagen Bank, au département juridique et conformité. Et ensuite, j'ai atterri, entre guillemets, ou plutôt j'ai été conduite vers Volkswagen Group France, donc l'importateur grand groupe qui réunit toutes les marques, ce qui m'a permis de consolider ma connaissance du groupe, de consolider aussi mes acquis, mes compétences, et puis surtout d'apporter différemment tout ce que je peux apporter comme appui, comme support sur tout le terrain juridique et réglementaire. Et j'ai jamais eu la sensation de m'ennuyer. Je n'ai jamais eu la sensation d'être dans une routine. C'est un groupe qui bouge, c'est un groupe qui évolue beaucoup, qui n'est dans aucune routine, qui est challengé par le contexte économique, politique, par les clients qui ne cessent eux aussi de challenger et d'évoluer. On a adapté les business models, donc on a dû adapter notre façon d'être en support avec les équipes aussi et d'apporter nos conseils. Et ça ne s'est jamais arrêté. On est dans une vibe en fait, on est dans une dynamique qui bouge vite. Et après 10 ans, je me sens grandie, je ne me sens pas vieillie, je me sens plus construite et plus épanouie. Et aujourd'hui, tu es la chef du département conformité réglementaire et protection des données. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette fonction que tu occupes? Alors, je peux dire déjà que je suis fière et que je suis reconnaissante que le groupe m'ait fait cette confiance, puisque c'est quand même un poste important quand on regarde les thématiques qui sont derrière nous et surtout le support qu'on est censé apporter à toute l'entreprise, nos clients internes.
On gère la conformité réglementaire, donc c'est important. On fait en sorte que les collaborateurs du groupe réalisent leur mission en toute conformité avec les règles applicables, les lois, les réglementations, les règles internes, etc. On a un métier qui est assez riche, qui est assez complet, on touche à plein de domaines, donc on va faire du droit des affaires de manière globale, on va faire du droit de l'environnement, de la conformité produit, on va parler anticorruption, qui est un sujet qui est énormément discuté en ce moment et qui fait l'objet de beaucoup d'encre en fait. On parle aussi beaucoup de protection des données personnelles. C'est un sujet qui est encore plus important quand on voit la globalisation, la digitalisation, la vitesse à laquelle vont les technologies aujourd'hui et les clients. Et il est plus que nécessaire aujourd'hui de se pencher sur ces thématiques-là. Et je me dis que je suis très chanceuse de pouvoir justement travailler dans ce domaine et apporter mon support dans ce domaine. Voilà, donc on est un pilier pour moi, c'est ma façon de le voir, peut-être pas partagée par certains ou pas, mais en tout cas je pense qu'on est un pilier de l'entreprise, derrière le rideau, à essayer d'accompagner, de conseiller et d'apporter notre support aux collaborateurs du groupe. Beaucoup de responsabilités à ce que je vois, et comment tu décrirais une journée type? Alors oui, beaucoup de responsabilités parce que beaucoup de risques derrière. Un go ou un no-go peut avoir des conséquences néfaste et pour tout le groupe en même temps, donc il faut être très précautionneux. La journée type, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment, parce qu'on se fait toujours un plan de la journée qu'on va passer, avec une liste de dossiers ou une liste de tâches qu'on aspire à faire, qu'on aspire à remplir, et on est chahuté, parce que comme je l'ai dit plus tôt tout à l'heure, le groupe est tout le temps en plein challenge, en plein défi, ça bouge énormément, les demandes arrivent aussi diverses et variées. Elles ne sont pas toutes prévisibles, donc une journée type, ce serait, pour rester pragmatique, l'ouverture des emails, la découverte que les gens sont capables d'en envoyer 500 en quelques minutes, la découverte de l'agenda qu'on croyait figé la veille, qui en fait est complètement chahuté le jour J, qui nous oblige un petit peu à repeser les priorités, ça c'est important. Donc, et puis une fois que ces priorités sont pesées et qu'on sait comment la journée va se dérouler à peu près, c'est des réunions. C'est un métier qui est très humain, c'est pas un métier où on est censé rester dans son bureau, il faut aller à la rencontre du client interne, il faut ou prendre le téléphone ou que le client interne vienne, donc on a des réunions, pas mal aussi, pour justement échanger, comprendre le besoin et apporter notre support au plus précis possible. Et puis après les réunions, c'est aussi du brainstorming avec l'équipe, donc aujourd'hui on a une équipe qui est complète, qui est experte et avec qui on a pour habitude d'échanger sur les sujets qui nous occupent au jour le jour. Donc des échanges, du brainstorming. Certaines personnes dans l'équipe adorent ce moment-là. Après, souvent, la journée type, c'est le déjeuner. Les personnes se reconnaîtront. Et après le déjeuner, qui en général n'est pas très long non plus, puisqu'on est toujours dans le feu des réunions et de l'action, on enchaîne encore sur des réunions, sur du brainstorming. On a quelques temps de pause au milieu où on va essayer de prendre un peu de calme et de se focusser sur des sujets réglementaires. On analyse. On est avant tout des juristes, donc on analyse la réglementation et on essaye d'apporter un conseil, un support le plus opérationnel possible. Et on sait quand on arrive, mais on ne sait pas quand on rentre, puisque comme je le disais, on est tout le temps dans le move, tout le temps dans le changement. Et pour les étudiants qui nous regardent, quels seraient selon toi les prérequis pour être chef de département conformité réglementaire et protection des données? Alors, je dirais dans un premier temps, il faut la technicité. Moi, je prône surtout ce principe-là parce que le management est divisé en deux. Il y a deux volets dans le management. Il y a le volet technique, où on va manager sur vraiment le sujet sur lequel on travaille. Et après, il y a un volet humain, où on a des managers leaders, etc., qui sont là, pas forcément sur le technique, mais qui sont là pour driver l'équipe, etc. Et fondamentalement, je pense qu'il ne faut pas ou l'un ou l'autre, je pense qu'il faut un mixte des deux. Donc il faut commencer par la base, il faut connaître son sujet, donc il faut maîtriser techniquement le sujet sur lequel on est spécialisé. Ça c'est important. Ça veut dire derrière, la conséquence c'est qu'il faut une formation académique appropriée et qui soit correcte, donc dans une bonne école avec de bons résultats et qu'on sache où on va. Ça c'est le premier point. Le deuxième point après, je dirais qu'il faut être très patient. Il ne faut pas précipiter, il faut pas se précipiter, on n'est pas un métier où on est dans le commerce en première ligne, on est en seconde ligne où il faut peser les choses, les réfléchir et après donner le bon conseil et avancer. Donc il faut être patient soi-même, patient devant les situations, patient face aux autres. Il faut une qualité primordiale qui est le côté humain. Il faut être pédagogue, humain, être à l'écoute, ne pas entendre mais être réellement à l'écoute de l'autre, puisqu'il s'agit de résoudre un problème.
qui, si on ne le résout pas, devient le nôtre en fait. Donc il faut résoudre une demande, un problème, et pour le résoudre, la première étape c'est l'écoute. Donc il faut écouter, il faut aussi, au-delà de l'écoute, ne pas écouter de manière littérale. Il faut écouter avec le fond, avec ce qu'il y a comme enjeu, comme impact, comme priorité derrière la demande de la personne. Il faut être empathique parce que c'est important aussi. Si on ne l'est pas, le métier ne va pas avec. On n'est pas, c'est complémentaire. Et je dirais, il faut aussi être résilient puisque c'est un métier difficile. On n'est pas tout le temps vu comme la fonction support que l'on est. Malheureusement, on est souvent vu comme des empêcheurs de tourner en rond puisqu'on est toujours avec le drapeau de la réglementation et la réglementation ne dit pas toujours oui et on est les porte-parole. Donc quand on dit non, on est vu comme le garde-fou qui dit non et on est challengé, on est poussé. Parfois, certains vont prendre en compte ce qu'on va leur dire ou à demi ou en tout cas nous chahuter, nous challenger aussi. Il faut être résilient, il faut tenir aussi et il faut ne pas avoir peur de s'imposer. Et par rapport à ta vie personnelle, est-ce facile de concilier ta fonction de chef de département et celle de ta vie de mère, épouse, fille? Je dirais que c'est pas évident. Il faut trouver un juste milieu. C'est tout le sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On se dit qu'il faut faire la part des choses parfois, où on lit beaucoup d'articles où ils disent qu'il faut faire des silos, il faut séparer la vie perso de la vie pro. Or moi je me rends compte avec l'expérience et plus les années passent que c'est pas possible en fait. La vie personnelle influe sur la vie professionnelle et vice versa. Et si on veut être bien chez soi, il faut aussi qu'on soit bien au bureau. Et si on veut être bien au bureau, il faut qu'on aille bien aussi chez soi. Donc c'est tout un mécanisme qui n'est pas inné, ou en tout cas qui n'a pas été pour moi. Il faut essayer de trouver le bon ajustement. Il faut trouver le bon fil qui permet de rester bien à la maison sans qu'il y ait trop de conséquences. Donc ça ne veut pas dire que quand on ferme boutique le soir et qu'on rentre dans sa Cupra et qu'on rentre à la maison, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de demande, il n'y a plus de téléphone, etc. Non, on est là aussi pour l'entreprise. En tant que manager, on a une responsabilité. Il ne faut pas non plus pour autant rester tard connecté à travailler, mais il faut savoir aussi se dire, voilà, si besoin, on est présent, sans que ça empiète trop sur la vie perso. Et de l'autre côté aussi, la vie perso, on a besoin d'être bien, on a besoin d'un équilibre. Bon, ça c'est commun, c'est connu, pour pouvoir être bien au travail et encore une fois, sans écart, sans qu'il y ait cette absence d'équilibre. Il faut un équilibre aussi, c'est-à-dire que bien entendu, il faut se consacrer le temps qu'il faut au travail, le temps qu'il faut à la vie perso et que les deux se complètent correctement. Donc c'est pas évident. Mais j'ai la chance d'avoir un époux et une fille, une adolescente aujourd'hui qui sont assez compréhensifs, qui savent se retirer quand il faut, qui savent baisser le son si on est en télétravail. Et c'est un mode de travail qu'on a découvert avec la Covid qui n'est pas évident, où on a mélangé justement vie privée et vie professionnelle et il a fallu s'ajuster. Et j'ai la chance d'avoir, comme je le disais, une famille qui a été assez flexible. Donc j'ai pas trop de difficultés aujourd'hui à concilier les deux. Et je n'ai pas de point, j'ai pas de difficulté à prendre le téléphone si je vois un message tard le soir. C'est pas quelque chose que je vis mal ou qui va me poser problème. Et de la même manière, si je suis au bureau, j'ai mon téléphone perso, mon téléphone pro. Si quelqu'un a besoin, je vois si ma fille m'appelle ou mon mari m'appelle. Et c'est important aussi. Quel message souhaiterais-tu adresser notamment aux femmes qui aspirent à occuper de hautes fonctions? Alors, le message que je passerais, c'est que je rencontre beaucoup de jeunes étudiantes, ou même quand on a des alternants, ou quand on a des étudiants qui sont en école de commerce ou en faculté de droit, qui ont peur des responsabilités à cause des impacts ou des conséquences. Et je dirais, c'est comme de se dire, est-ce que je vais avoir un enfant ou pas? J'ai peur, je ne saurais pas gérer parce que j'ai jamais été papa ou maman. Alors oui, on n'a jamais géré, mais à un moment donné, on sait le faire. J'aurais envie de dire, il faut foncer, il faut y aller, il faut essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir du succès dans tout ce qu'on va faire. Ça ne veut pas dire que tout va réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer aussi ce qu'on fait, mais il faut essayer. Donc ce que je dirais, c'est ne pas juger, surtout pas, sans avoir essayé soi-même. Et ne pas écouter les autres, puisqu'on a chacun notre façon de gérer les situations, de gérer les expériences. Donc ne pas écouter ce qu'on entend, se servir bien entendu en benchmark de ce qu'on entend autour, mais de tester soi-même. Donc de foncer, de ne pas avoir peur, d'essayer de se donner les chances d'aller jusqu'au bout. Le secteur de l'automobile serait un secteur très masculin, on va dire. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue. Alors, au-delà du partage, c'est un vrai constat.
C'est un constat factuel qu'on peut noter quand on regarde les statistiques. Il y a énormément d'hommes. Alors oui, secteur de l'automobile, c'est par définition un milieu masculin, parce que l'automobile, ça commence de sa conception jusqu'à sa distribution, et en fait, c'est en général les hommes qui s'y collent. Aujourd'hui, on voit quand même que la tendance se renverse tout doucement. On commence de plus en plus à avoir des femmes à la tête de comités de direction dans le secteur automobile, où on voit de plus en plus de femmes avec des responsabilités. J'en suis l'exemple aussi. Je ne dis pas qu'on est aujourd'hui à égalité ou à parité complète, mais il y a des efforts qui sont quand même faits. Et je pense que je ne suis pas convaincue que ce soit parce que les entreprises aient décidé aussi de mettre un certain pourcentage de femmes en face du pourcentage des hommes. J'aime à penser aussi que c'est parce que les femmes tentent plus et foncent plus. Qu'est-ce que les organisations, que ce soit dans le secteur privé comme public, gagneraient à promouvoir des initiatives en faveur de l'égalité des chances? Alors je pense que les entreprises, les acteurs économiques ont tout à y gagner, puisqu'ils ont, quand ils ont un monde masculin, ils ont une partie du monde en fait. Et donc moi je pense que la femme, elle a des qualités que l'homme n'a pas, l'homme a des qualités que la femme n'a pas, dans n'importe quel secteur d'activité, et qu'ensemble ils ne peuvent que se compléter. On a des faiblesses, mais on a aussi des forces. Vous avez des faiblesses, mais vous avez aussi des forces. Et je pense que ça ne peut que dépoter si on arrive à combler ce point, et que c'est vraiment quelque chose qui va, pour moi, faire sens beaucoup plus, parce que ça se complétera, puis on aura un équilibre aussi. On n'est plus dans les décennies de certaines années où la femme était au foyer et l'homme allait travailler. Aujourd'hui, la femme travaille, et donc pourquoi pas aussi à des postes à responsabilité. Assez parlé de boulot, Linda. Oui, sais que on pourrait y passer des heures. Voilà, je vois ça. Je sais que tu es né en France, tu as grandi en France, mais tu entretiens un lien très étroit avec un autre pays, qui est l'Algérie. Oui, pourrais-tu nous en dire un peu plus? هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير. Alors oui, un lien plus qu'étroit en fait. Mes parents sont nés en Algérie, à une époque où l'Algérie était française, donc sous l'occupation française, mais je suis née en France. Et j'avais pour habitude d'aller, comme beaucoup de familles d'ailleurs qui ont immigré en France il y a quelques années, j'avais pour habitude de retourner tous les étés avec la voiture chargée jusqu'au pays. Donc j'ai de très bons souvenirs de l'Algérie. J'ai le souvenir de familles accueillantes, de cousins, de cousines, de rire. On attendait les vacances d'été avec beaucoup d'impatience. C'était fatigant parce qu'il y avait la route, mais c'était aussi un moment magique, un moment clé de l'année, et du coup clé de notre évolution aussi. Après, avec un peu de regret, malheureusement, avec le temps, quand j'ai commencé à travailler, les étés, c'était plus les étés de l'époque où on avait 2 mois de vacances, où on pouvait descendre au bled, comme le dit l'expression. Et donc du coup, petit à petit, le travail a fait que les vacances étaient ponctuées à différents moments de l'année, qui étaient plus compatibles avec autant de déplacements là-bas. Et j'ai eu l'opportunité d'y retourner très récemment. Et j'ai eu ce flash et cette sensation un peu comme le vélo qui ne s'oublie pas, c'est que voilà, tout est revenu comme à l'initiale quand j'étais petite. Cupra City Garage, c'est un lieu de rencontre des passionnés de l'automobile et des passionnés de pâtisserie comme toi. Alors, comment est née cette passion pour la pâtisserie? Alors ça, c'est un point intéressant, parce que tout à l'heure j'expliquais pourquoi ici. Donc j'ai expliqué parce que d'ici je voyais la fenêtre de mon bureau, parce que le coup de cœur pour la marque Cupra. Et puis autre point aussi important, c'est qu'il y a un partenariat quand même incroyable avec le pâtissier Geoffrey Cagne, que je connaissais précédemment par la pâtisserie. Et j'ai eu un coup de cœur justement pour la pâtisserie il y a quelques années. C'était un peu comme mon coup de cœur Volkswagen, c'était pas tout de suite inné, c'est par le fait des choses, en fait, c'est le destin. C'était l'anniversaire de ma maman et on devait lui commander un gâteau. Et donc je lui ai commandé un gâteau qui s'est avéré être magnifique, mais qui était pas très bon.
Et je me suis dit, c'est pas possible en fait, si quelqu'un arrive à faire ça, ça doit être reproduisable. Donc essayons, tentons de refaire ce gâteau. Et j'ai décidé donc de m'armer d'un robot pâtissier, de farine, de sucre et de tous les ingrédients dont j'avais besoin. Et j'ai fait un premier gâteau qui n'était pas top au niveau visuel, mais qui n'était pas trop mauvais. Et je me suis dit, je vais m'entraîner. Et j'ai commencé à m'entraîner. Et finalement, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était aussi un palliatif, que c'était aussi un hobby. Ça permettait aussi de se détendre. Ça permettait, quand tout le monde était couché, d'allumer la lumière et de pâtisser. Et je me suis retrouvée à faire des pièces montées, dont la pièce montée du mariage de mon frère, ou les pièces montées, parce que j'ai fait 3 pièces montées de 4 étages en pâte à sucre blanche avec du strass, etc. Et puis petit à petit, c'est resté. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai connu aussi Jeffrey Cagne, qui est sur ma liste de grands pâtissiers. Et quand j'ai appris que Coupera s'alliait avec le célèbre pâtissier et que les pâtisseries étaient disponibles en plus au Coupera City Garage, c'était comme si la liste au Père Noël était cochée, tous les points étaient cochés. Donc on a la voiture, on a l'endroit, on a Paris, on a des souvenirs et on a du sucré à côté. Donc voilà. Et peut-on s'attendre à ce que tu participes à l'émission Le meilleur pâtissier? Alors j'y ai pensé, j'y pense tous les ans. Et j'avoue qu'à chaque fois j'ai un peu peur parce que je me dis que c'est quand même assez challengeant. À un moment donné de l'émission, c'est du haut niveau. Et c'est là que je me dis qu'il faut que je fasse comme pour le reste, comme pour le travail, me dire allez, il faut foncer, il faudrait que je fonce, oui. Donc peut-être, oui, on n'est pas à l'abri de me voir postuler à cette émission. Oui, on attend de voir. Et tu aurais d'autres hobbies? Alors j'adore voyager. Il y a une autre émission à laquelle j'aimerais bien participer aussi, mais j'arrive pas à convaincre monsieur. Pékin Express. Pékin Express. Alors là, je pense que le jour où ils ont créé Pékin Express, je me suis dit cette émission est juste faite pour moi. C'est magnifique, c'est magique. On va visiter des pays, mais au hasard. On a en même temps cet effet challenge, jeu, défi que j'adore en fait. J'adore me retrouver dans ces situations-là. Et je me dis, l'émission réunit aussi tout ce qu'il faut dans des contrées et des pays magnifiques et sublimes. Il faut maintenant que je trouve le bon copilote avec moi pour aller faire l'émission. Et que je trouve le courage d'envoyer la candidature aussi. Donc voilà, les voyages, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. J'ai fait un passage à l'autre bout du monde pendant un certain nombre d'années. Je suis allée jusqu'en Australie. Je me suis expatriée pour étudier et ça m'a donné le goût justement d'aller voir ailleurs. D'accord. Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une chanson qui te décrit Une chanson qui me décrit. Alors je dirais... Bon, alors il y en a plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs que j'écoute et qui me décrivent, mais celle dans laquelle je me retrouve vraiment, c'est la chanson de Sia, Unstoppable, qu'on a déjà évoquée dans le passé. Et cette chanson d'ailleurs, elle a un slogan assez particulier puisqu'elle dit « I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes ». Donc je suis une Porsche sans frein. Porsche fait partie du groupe Volkswagen aussi. Et je me suis dit, c'est encore un signe, ça me convient parfaitement. Parce qu'en fait, même quand parfois j'ai l'impression d'être au bout et que je ne vais pas y arriver, quand j'ai l'impression qu'il y a trop d'épreuves, quand j'ai l'impression que les challenges ne sont plus des challenges mais sont vraiment de vrais obstacles, j'ai 1% de batterie qui va me dire de s'arrêter. Et j'ai 99% qui me disent « Ah non, c'est pas toi Linda, il faut y aller, il faut continuer ». Donc j'ai toujours cette impression de m'accrocher quand même et de jamais laisser tomber. C'est mon leitmotiv, j'ai grandi comme ça. Ça, c'est un modèle très féminin. C'est le modèle de ma maman, c'est le modèle de ma grand-mère, paix à son âme, qui ne se laissait jamais désarmer, qui ne se laissait jamais démotiver devant les obstacles, devant ce que la vie peut apporter, les choses de la vie. Donc j'ai grandi comme ça, avec une maman forte, avec une maman courageuse. Je suis l'aînée de 6 enfants, donc il en faut du courage pour élever 6 enfants qui sont en plus rapprochés, puisque 2 ans d'écart, c'est très challengeant. Aujourd'hui, ce serait très compliqué. Et donc pour moi, c'est naturel et j'en ai fait aussi une force de toujours rester motivée, de toujours voir le positif et de m'accrocher et de ne pas s'arrêter, d'être unstoppable. Et à ces personnes qui nous regardent, quel serait ton message? Eh ben, d'être aussi unstoppable, de s'accrocher, de positiver. Il y a un message aussi qui est que parfois on a l'impression que ce qui nous arrive n'est pas bien, que c'est négatif. Et puis on en est triste, on le vit de manière péjorative, de manière assez défaitiste. Et il faut toujours se stopper à un moment donné dans la réflexion, stopper l'émotion, la mettre dans une boîte et se dire il y a quelque chose de bien derrière.
Il y a quelque chose de prévu, on a toujours quelque chose de prévu. Où est le positif? Et il faut s'accrocher à ce positif. Et je suis convaincue, pour l'avoir pratiqué, quand j'ai eu la force de le faire, que de ça ne naît que du positif et ne naît qu'une porte se ferme et toutes les autres fenêtres s'ouvrent. Donc il faut s'accrocher, ne pas se laisser abattre par les obstacles et avancer dans le positif au maximum. Linda, merci d'avoir bien voulu nous accueillir chez Cupra Avec City plaisir. Garage. Alors, quel serait ton mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait aussi merci pour cette opportunité. C'est aussi un honneur, plus qu'un plaisir, et avant le plaisir et avant d'être en pleine gratitude, c'est un honneur, je trouve, de pouvoir faire cette émission. C'est un honneur d'avoir l'opportunité, à un moment donné, aussi petite que je puisse être, de pouvoir partager mon passé, mon histoire, mes émotions, et puis de pouvoir motiver aussi tous ceux qui nous regarderont et qui auront l'occasion de passer devant cette émission. Merci encore, Linda. Avec plaisir. Merci à toi. Only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know I've heard that they let you feel and show.